aussi ici sur cette plateforme pour enrichissement mutuel. Cela étant dit, il y a une boîte à conversation, chat box comme c'est dit en langue anglaise, où nous pouvons échanger. Nous aurons des questions écrites, des questions à main levée également sont les bienvenues. Chacun d'entre nous pourrait lever sa main et pourrait être désigné en ce moment-là, ouvrir son micro, adresser sa préoccupation ou son enrichissement. Nous demandons aussi que chacun d'entre nous puisse être attentif. Dans la boîte à conversation, nous allons partager un lien pour l'évaluation de la session d'aujourd'hui. Également aussi, nous avons des suites pour pouvoir améliorer la qualité de ce que nous avons comme service que nous nous rendons mutuellement afin de pouvoir enrichir et améliorer la qualité de ce service. Chers collègues, cela étant, je sais que cet après-midi est une après-midi ou un avant-midi qui pourrait être très bénéfique pour l'un ou l'autre dans cet échange d'expériences, des choses pratiques faites pour que nous puissions voir ce que nous pouvons aussi faire dans notre milieu. Cela étant dit, j'espère que notre collègue Mathias est déjà connecté. Mathias, vous nous entendez? Je crois qu'il est en train de joindre. Rapidement, nous allons aller. Chers collègues Assoumani, vous nous écoutez à partir d'où? Et éventuellement, vous pouvez dire votre spécialité. Cela nous aiderait beaucoup, votre aire ou votre zone de travail. Votre micro est fermé, cher collègue Assoumani. Votre micro est fermé. Eh oui, je crois qu'il ne réussit pas à l'ouvrir. Alors, notre collègue Suleiman, vous nous suivez d'où? Oui, monsieur Valéry, Oui, vous nous suivez d'où? du Gabon. Heureux de vous avoir parmi nous. Et Emmanuel, Mais je suis avec vous depuis l'an dernier déjà. oui, il y a de nouvelles personnes qui sont avec nous. À leur intention aussi, il est heureux qu'ils sachent que vous nous suivez aussi du Gabon. Ah, d'accord. Merci bien. Mhm. Cher collègue Emmanuel, Je vous suis à partir de Portugal à Lisbonne, mais je suis du Congo RDC, du programme d'éradication de la drépanocytose. du programme d'éradication de... La drépanocytose, chef de Oh, service chargé de recherche au programme national d'éradication de la drépanocytose, mais actuellement en recherche ou bien en étude à Lisbonne. ok. C'est une joie de vous avoir parmi nous. Cher collègue El Hadji, cher collègue Jean-Pierre, vérifiez votre micro. Votre micro est ouvert. Oui, cher collègue El Hadji, allez-y. Cher collègue Alina, Hi. yes. Hi. From where are you? Ah, okay. Hi. I'm in place of Kanika. I'm supporting from Echo India. Thank you so much. It's a pleasure to have you supporting us. Really, we Thank enjoy you. it. Mhm. Jean, eh bien, son micro est fermé. Constant Guillain? Allô, Jean Oui, Carré. allez-y, Jean-Carré. Oui, Allez-y. depuis, nous vous suivons depuis le Cameroun. Wow. Heureux de vous avoir parmi nous. Constant Guillain? Jean-Pierre Okanjo? Oui, allez-y, Allô? Constant Guillain. Votre micro est ouvert. Allez-y. Oui, bonjour à tous, je suis docteur Ndoumé Constant de Côte d'Ivoire et je suis actuellement en poste au CHU de Yopougon.
Merci. Oh, c'est une joie de vous avoir parmi nous. Le voisin qui vient juste après, il s'appelle Okanjo, vraiment voisin du Cameroun, comme vous l'entendez par le nom. Jean-Pierre, vous nous appelez d'où? Ou vous nous suivez d'où? Oui, Jean-Pierre, je suis médecin santé publique. Je suis Content de vous avoir parmi nous. Il y a un autre Jean-Pierre qui vient juste après, mais lui, il est Kazadi. À vous? Votre micro est fermé, Jean-Pierre Kazadi. On passe à Alette Ovo Madeleine. Le micro est fermé. Hervé Denis, vous nous suivez d'où? Allô, bonjour à tout le monde. Oui, je suis Hervé Denis, technicien biologiste. Je vous suis depuis Montréal au Canada. Formidable. Merci. Heureux de vous avoir parmi nous. Et chers collègues Dar Assoumani, on va terminer par vous avant de pouvoir demander au collègue Mathias de prendre place. Oui, c'est Dark Assoumani. Je suis depuis Uvira, RD Congo. Je travaille à l'hôpital général de référence d'Uvira au service des laboratoires spécialisés bactériologie. Wow, quelle joie de vous avoir parmi nous. Donc, bienvenue à tous et nous allons demander à quelqu'un qui nous suit. Lui s'appelle Ali Boulaboula. À vous, vous nous suivez d'où? Merci, docteur Valérie. Je vous suis de la RDC dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Content de vous avoir. Et je sais que lui, il est notre président du conseil d'administration des SFPCI. Il y a un autre collègue qui est à EcoPCI tout à l'heure. Je m'imagine que je devine que ça doit être Pascal. Est-ce qu'il peut bien se présenter? Parce que lui, je ne vois pas son nom, c'est écrit EcoPCI. Oui, allez-y, le micro est fermé. Alors, cela étant, je crois que notre collègue Moirabou a finalement joint et que sa présentation est en place. Mathias, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci beaucoup, docteur Valérie. La plateforme est à vous et vous êtes le bienvenu. Vous partagez ou bien on partage à votre place? Vous pouvez partager à ma place, il n'y a pas de souci. Cela étant, la plateforme est à vous. Heureux, nous sommes appendus à vos lèvres pour pouvoir vous écouter et bonne prestation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux de vous avoir nombré pour suivre cette présentation. Eh bien, la présentation est titrée Observance et défis de lavage des mains en milieu de soins dans la zone de santé de Katana. C'est en province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Slash. Oui, docteur, vous me suivez? Merci. Sommaire. Premier point, on va parler sur l'introduction. Deuxièmement, présentation du milieu de travail. Troisièmement, observation et interprétation des pratiques de lavage de mains. 4, ça sera les résultats. 5, défis à relever. 6, leçons apprises et mesures de la PCI. Et finalement, ça sera la conclusion. Alors, pour le premier point, introduction, notre présentation est axée sur le travail qui a été réalisé en pleine crise de la COVID-19 par l'un de nos membres, donc les membres de l'équipe SPCI, au moment où
la situation globale de la pandémie de la COVID-19 dans le monde était vraiment catastrophique. L'évolution de la maladie à travers les différents continents allait de mal en pire et personne jusque-là, en cette période, ne maîtrisait avec exactitude la situation de cette pandémie en décembre 2020. Néanmoins, l'OMS réitérait sa recommandation de l'hygiène des mains, notamment le lavage des mains au savon dans les milieux de soins qui a été À fond observé. de caméra. Merci. Donc, je disais, néanmoins, l'OMS réitérait sa recommandation de l'hygiène des mains, notamment le lavage plutôt des mains au savon dans les milieux de soins, ce qui a été observé dans les centres de santé. Alors, de quelle manière? Merci. Deuxième point, présentation du milieu de travail. La zone de santé de Katana compte en son sein un centre de santé opérationnel et 4 hôpitaux pour une population estimée à 267 504 habitants. Eh bien, pour des raisons d'accessibilité et de sécurité, l'étude avait été effectuée dans 6 centres de santé, dont le centre de santé Chiranga, Katananuru, Kabushwa, Luhihi, Kabamba et Ihimbi. Chaque centre de santé organisait 9 services. Entre autres, il y avait le triage, la réception, la consultation, le service d'administration des soins ou salle des soins, le laboratoire, la salle d'observation. Il y avait une cellule de maternité. Le service de CPN-CPS aussi était organisé. Il y avait la pharmacie, unité nutritionnelle thérapeutique et ambulatoire pour les enfants malnutris. Les effectifs du personnel de santé dans les centres de santé étaient en moyenne 8 agents. Et dans chaque centre de santé, 5 agents ont été pris d'une manière aléatoire pour ce travail. Ainsi, l'échantillon était de 30 agents, notamment, il y a 6 laborantins, 6 préposés à la pharmacie, 12 infirmiers et 6 accoucheuses. Le point 3, observation et interprétation des pratiques de lavage des mains. Eh bien, chaque centre de santé, l'eau coulait au robinet en provenance d'une source. Donc, il y a eu captage de l'eau. Après une étude par la Croix-Rouge et parfois l'IRC, c'est une organisation internationale. Mais parmi les 6 centres de santé, il y avait le centre de santé de Kabushwa qui ne fournissait pas de l'eau plus de 9 mois. Pourquoi? Parce que les tuyaux qui amenaient de l'eau au centre étaient endommagés par les érosions. Néanmoins, chaque centre de santé avait les postes de lavage des mains et du savon liquide en majorité disponible.
et il y avait deux centres de santé, le centre de santé de Kabouchoua et de Katana, à part de l'eau et du savon, utilisaient encore le chlore, l'eau chlorée, pour essayer de se laver les mains. La plupart des services avaient des dispositifs de lavage des mains. Les agents de ces centres de santé, qui constituent notre échantillon, avaient des connaissances sur le lavage des mains. Concernant la pratique de lavage des mains, les techniques apprises lors de la formation n'étaient pas en application. Les moments et les circonstances de se laver les mains n'étaient pas respectés et il y avait aussi manque de serviettes à usage unique pour s'essuyer les mains après le lavage des mains. Eh bien, les résultats se présentaient de la manière suivante, d'une façon restreinte. Il a été remarqué et observé que 83% des centres de santé disposaient de l'eau en permanence qui coulait au robinet. 65% des postes de lavage des mains disposaient du savon. Et ici, on doit mentionner les savons liquides. Mais 33% des centres de santé utilisaient de l'eau chlorée et 33% des postes de lavage des mains disposaient de serviettes essuie-mains à usage unique. Mais alors, 100% des agents connaissaient le rôle important de lavage des mains dans la prévention de COVID-19 et d'autres germes contaminants. Enfin, 17% des personnels soignants exécutaient correctement les techniques de lavage des mains. Allô, docteur Valérie, est-ce que vous me captez? Allez-y, vous pouvez continuer. Nous vous avions perdu pendant quelques instants. Vous pouvez bien continuer. Merci. Alors, je reprends. Je disais que 100% des agents connaissaient le rôle important de lavage des mains dans la prévention de COVID-19 et d'autres germes contaminants. Et enfin, 17% des personnels soignants exécutaient correctement les techniques de lavage des mains. Merci. Oui, docteur Valérie. Chez vous, il y a un retard de retransmission. Néanmoins, la plage suivante est déjà là. Merci. Le point 5, défi à relever. Le premier défi, lors de fortes pluies, dans certains centres de santé, l'eau sale coulait des robinets. Mais au centre de santé de Kabouchoua, 9 mois déjà, l'eau ne coulait plus au robinet. Autre défi, une discussion continuée, même au niveau des centres, au niveau des zones de santé, sur l'utilisation de chlore ou non. Technique de lavage des mains connue, mais mal exécutée par les agents. Le port des gants supposé remplacer le rôle de lavage des mains au niveau de ces 6 centres de santé où
nous avions fait notre enquête. Autre défi, le budget insignifiant alloué au matériel et intrants pour le lavage des mains. Les agents n'étaient pas régulièrement recyclés sur l'hygiène des mains en général et en particulier sur le lavage des mains. Je vais passer. Les leçons apprises et mesures de la PCI. La gestion rationnelle des ressources disponibles, le nettoyage régulier des cuves et réservoirs d'eau, l'eau chlorée doit être utilisée pour l'hygiène des surfaces, disponibilisation des fonds conséquents pour le matériel et intrants, observation stricte des règles et indications de lavage des mains dans les unités de soins, recyclage et formation des personnels sur l'hygiène des mains, appropriation des techniques de lavage des mains pour rendre les mains propres et réduire les risques de contamination des germes. Sept, la conclusion. Selon l'OMS, un soin propre est un soin plus sûr. Le lavage des mains est bien connu par le personnel soignant, mais il est mal pratiqué pour des raisons de négligence parfois, de manque de connaissances sur les indications, les techniques et par manque des intrants aussi. Cela entraînerait des infections associées aux soins et la contamination des germes. L'eau doit couler en permanence et doit rester propre et protégée. Une bonne pratique de lavage des mains réduit sensiblement les risques de transmission des micro-organismes. Un budget doit être alloué pour doter les structures sanitaires des matériels et des intrants nécessaires de l'hygiène des mains. Merci, Asante Sana. Voilà, docteur. Cher ami Mathias, merci pour cette présentation aussi simple que limpide. Merci pour nous avoir partagé cette expérience. Le moment est plus qu'approprié de recevoir les questions. Eh bien, il a fait part à chacun d'entre nous des observations par rapport au lavage des mains et il a relevé des défis qu'il rencontre ou qu'il a rencontré ou que le personnel rencontre dans les formations sanitaires par rapport à cette pratique dont 100% du personnel observé reconnaissait bien et connaissait bien l'importance. Il rajoute que la technique n'était pas suivie pour faire l'hygiène des mains et qu'une polémique était autour
de l'utilisation ou non du chlore. Par moment, une interruption en fourneau de façon prolongée dans certaines formations sanitaires et de pas bonne qualité pour pouvoir procéder à l'hygiène des mains. Nous l'avions entendu, un budget insuffisant pour présentation, mais chacun d'entre nous l'a suivi et a entendu. La plateforme est ainsi ouverte pour le jeu de questions-réponses et avant cela, nous demandons quelques panélistes s'ils ont quelque chose à rajouter, de bien pouvoir le placer à cet instant. À vous. Oui, chers collègues, Jean Selengue, vous êtes bien noté. Voudrez-vous bien ouvrir votre micro? Votre micro est toujours fermé. Allô, s'il vous plaît? Allez-y, vous êtes bien audible. Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. Vous aviez levé la main tout à l'heure. C'est ainsi que nous vous avons appelé. Peut-être que c'est par inadvertance qu'elle a été Oui, levée. c'est par inadvertance, excusez-moi. Oh, ok, merci. Alors, chers collègues, Mathias, une préoccupation. Et la préoccupation, Vous avez observé l'hygiène des mains. Oui, allez-y. je n'ai pas bien suivi, docteur. ECO-PCI. Oui, je disais que vous aviez parlé de l'observance. Vous avez dit que la technique n'était pas suivie. Est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir observer aussi par rapport aux 5 moments principaux, ou capitaux d'hygiène dans les milieux des soins, si avant ou de pouvoir faire une procédure aseptique ou propre, et le moment 3, après avoir été exposé ou pris le risque d'exposition au liquide biologique, le moment 4, après avoir touché le malade, et le moment 5, après avoir touché l'environnement du patient. Est-ce que vous avez eu à regarder aussi ces quelques... Oui, docteur Valérie, si vous permettez, je peux essayer de répondre. Est-ce que vous êtes... Allez. Oui, merci beaucoup pour cette question. Allô, docteur, c'est comme si le micro était fermé. Est-ce que je suis suivi maintenant? Je disais ceci. Lors des observations qui ont été faites, il y a des agents qui ne respectaient pas la procédure de lavage des mains, raison pour laquelle il y a eu seulement 17% d'agents qui se lavaient les mains correctement. Pas dire si c'est par négligence, vous trouverez les agents, le personnel de l'hôpital, des centres de santé, au lieu de suivre la procédure normale de lavage des mains, vous trouverez quelqu'un, parce qu'il est indiqué que lors de lavage des mains, on commence par mouiller les mains. Vous trouverez quelqu'un très pressé, ou c'est par ignorance, il commence à mettre du savon avant de mouiller les mains. Et quand il met du savon avant de se mouiller les mains, il ne peut pas se frotter d'abord les mains sans eau. Et lors qu'il va ouvrir le robinet pour essayer de mouiller les mains, le savon, bien sûr, va partir avec de l'eau.
Et là, il va se laver superficiellement les mains et les mains ne seront pas propres parce que l'indication de se laver avec du savon, c'est qu'il y a des mousses, il y a suffisamment, on se frotte suffisamment les mains pour essayer d'éliminer les germes et les saletés qui se trouvent au niveau des mains. Alors là, on ne respecte rien. Mais aussi, s'il faut continuer, dès qu'il continue à se laver les mains, devant l'environnement des malades, c'est fini. Il ne va plus encore se laver les mains. Avant de toucher les malades, il ne se lave plus les mains. Il entre, l'unique fois qu'il s'est lavé les mains, il entre, il fait ses prestations, il termine, et quand il termine, parfois, il rentre, il se lave les mains. Donc, vous trouverez que avant même de soigner les malades, le personnel soignant s'est mal lavé les mains et quand il va continuer avec les soins, il ne se lave pas les mains, il va terminer, maintenant il va se laver les mains. Ça, c'est un fait qui montre que dans l'observance, les agents, la majorité ne respectent pas la procédure, ne respectent pas la technique, ne respectent même pas le moment. Voilà la raison des 17% qui ont été placés dans les résultats. Merci. Merci beaucoup, cher collègue Mathias. Assez intéressant. Je crois que nous l'avons entendu. Il dit à l'entrée, départ, l'hygiène des mains est faite, mal faite d'ailleurs, et ce n'est qu'à la fin de la prestation de beaucoup d'autres, et dans beaucoup d'autres circonstances, on finit par se laver les mains. Donc, remède, on en aura transporté pour déposer chez l'un et chez l'autre. Oui, cher professeur, vous avez la parole. Professeur Ali, votre micro, s'il vous plaît, il est fermé. Je crois qu'il y a un retard de retransmission ou qu'il n'arrive pas à ouvrir son micro. On le prendra tout à l'heure dès que cela sera possible. Il y a une question pour vous, cher collègue Mathias. Emmanuel Mukwele dit ceci concernant la problématique d'utilisation de chlore ou de l'eau chlorée. Que devons-nous retenir à ce propos? Devons-nous continuer à utiliser le chlore pour le lavage des mains ou pas? Je crois que la question n'est pas seulement adressée au collègue Mathias, certainement que nous allons pouvoir tous, comme panélistes, essayer de pouvoir y contribuer. Cher collègue Mathias, un mot? Merci beaucoup. Vraiment, à cette période-là, surtout que c'était l'éclosion de la pandémie, c'était en décembre 2020, il y a eu beaucoup de discussions à ce propos. Et les discussions même commençaient au niveau de la division provinciale de la santé, au niveau de la province sanitaire du Sud Kivu. Et bien sûr, il y a des partenaires qui distribuaient du chlore pour dire que non, non, le chlore est utilisé. Et d'autres partenaires discutaient en disant que non, écoutez, le chlore, non, tout ça part parce que le chlore a des effets nocifs sur la santé, donc la peau, et ainsi de suite. Mais alors, quand les partenaires ont distribué du chlore au niveau des zones de santé, c'était pour l'utilité de lavage des mains et lutter contre la COVID-19. Et finalement, on est venu trancher pour dire que non, le chlore, non, le savon, oui. Mais le savon, oui. Mais comment trouver du savon au moment où du chlore est là? Le savon demande, impute un coût d'achat et que cet argent n'est pas disponible. Faut-il se laver de l'eau sans savon ou faut-il utiliser le chlore en attendant que le savon soit là? On a dit aux partenaires d'appuyer avec du savon
c'était venu petit à petit, mais le chlore était permanent. Vous savez, avec un flacon de savon liquide de 300 millilitres ou 500 millilitres, pour un personnel de 8 ou plus, eh bien, faire 48 heures, c'est beaucoup. S'il faut compter le nombre ou le tour de lavage des mains. Et finalement, comme il y avait seulement 2 centres de santé qui continuaient à utiliser, au moment où ce travail a été terminé, le chlore continuait à travailler, on continuait à utiliser le chlore dans ce centre de santé. Et il y avait une circulaire qui était sortie au finish disant que non pour l'utilisation de chlore. En fait, comme tout le monde sait, le chlore a ses effets nocifs sur la santé et on a laissé le chlore pour l'usage de surface. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire sur ce qui a été fait. Merci. Merci beaucoup. Professeur Boulaboula, est-ce que vous avez pu ouvrir votre micro? Oui, docteur Valérie, merci. Je voulais poser la question à notre collègue Mathias sur la non-observance d'une bonne partie du personnel euh, suivi dans ce travail. Est-ce que l'observateur qui a fait ce travail s'était-il intéressé aussi à voir l'âge de ces agents, l'ancienneté de ces agents et le niveau de formation? Parce que nous savons que il y a certes l'élément personnel, individuel, dans la non-observance, mais on peut voir aussi les nouveaux agents qui arrivent, qui n'ont pas d'expérience, et les anciens qui peuvent avoir une expérience donnée par rapport aux nouveaux. Et il y a aussi cette instabilité dans les postes. Les personnes formées, on les enlève du centre et on les envoie ailleurs. Alors, le centre peut compter beaucoup plus d'agents qui n'ont aucune formation et qui viennent d'ailleurs. Et ça aussi, ça déséquilibre. Alors, je voulais avoir de sa part si il s'est intéressé à voir l'ancienneté des agents, leur formation et leur âge. Merci pour la réponse. Merci beaucoup, professeur. C'est vraiment intéressant ce que vous venez de poser comme question. De toutes les façons, oui, dans cette étude, on a tenu compte de l'âge comme on a tenu compte des sexes, bien sûr. Eh bien, l'âge moyen pour ces agents de l'État, ces agents de l'État, bien sûr, ce sont des centres de l'État, des centres de santé. Il y avait entre 23 et 63. Voilà les limites. 23 et 63. Et le plus ancien des agents avait 40 ans de service. Et c'était dans le centre de santé de Ihimbi. Il avait 40 ans de service. Une longue expérience. Il a commencé comme aide-soignant. Il est passé par une formation scolaire avec un certificat, un brevet d'infirmier A3. Il a évolué, il a continué ses études. Il a eu encore un brevet d'infirmier A2.
Et finalement, il a étudié à l'Institut supérieur pour devenir infirmier A1. On l'appelle toujours doyen. Voilà. Il a une très longue expérience parce qu'il a rôdé dans tous les services. Il était même parmi les promoteurs de ce centre de santé qui est le centre de santé de Ihimbi. À ce qui concerne le niveau de formation, il y a un mal qui s'est créé dans ce centre de santé parce que chaque centre de santé est représenté par un infirmier titulaire commissionné et notifié par la zone de santé sur le plan administratif. Et curieusement, dans toutes les formations qui se présentent, seul l'infirmier titulaire s'apprête pour être formé. Et pourquoi? La raison qui est là, est parce que quand on est parti à la formation, il y a un petit per diem, une petite collation, soit de 5 $, de 10 $ par jour. Et quand il fait 3 à 5 jours, 3 jours, il a 30 $. S'il fait 5 jours, il a 50 $. Et vous voyez comment est-ce que ça pourrait aider sur le subside en famille. Et le malheur est que quand il a suivi la formation, par exemple de lavage des mains, de l'hygiène des mains, la restitution de cela fait problème, cause problème au niveau des centres de santé. Il peut revenir au centre de santé et il ne fait pas correctement la restitution de la formation reçue. Et c'est ce qui crée une défaillance sur le système, qui crée une défaillance sur l'organisation, qui crée une défaillance d'une certaine négligence parce que c'est lui seul qui va là-bas, il profite de l'argent et d'autres négligent et prennent l'hygiène des mains dans des institutions de soins comme si quelqu'un se lavait avant de manger le foufou. Ici, chez nous, le foufou, c'est la pâte de manioc ou la pâte de maïs. On se lave vite sans tenir compte de certains principes et on vient manger. Et voilà l'incombe, voilà l'inconvénient. Si au moins on disait que il y a une série de formations qui s'organisent à telle catégorie, par exemple, les préposés de la pharmacie, les accoucheuses spécifiées et autres choses, mais aussi vous allez trouver toujours que comme celui le patron de la structure sanitaire, il se pointe le premier et vous trouverez un IT qui a déjà IT, c'est-à-dire infirmier titulaire, qui a suivi autant de formations, qui ne bénéficie pas de ces subalternes qui sont restés là-bas. C'est ça le problème. Et ce qu'on a relevé même dans les défis, manque de formation et de recyclage à ce qui concerne l'hygiène des mains en général et en particulier le lavage des mains. Je pourrais continuer en disant que, et même les IT qui étaient sélectionnés pour ce travail, et aussi, vous trouverez qu'ils ne se retrouvent même pas dans les 17% des agents qui exécutent correctement le lavage des mains au niveau des centres de santé où l'étude a été faite. Même eux plongent dans ce même traquenard, ce même piège de ne pas exécuter correctement le lavage des mains. Alors, je ne sais pas, j'ai essayé de brosser un peu concernant l'âge des agents, le niveau de formation des agents. Pour tous ces agents-là, il y avait des A2, il y avait des A1, il n'y a pas de A3
et il n'y a pas des auxiliaires de santé. Donc, ce sont des infirmiers et des préposés, des assistants en pharmacie qui ont suivi un cursus scolaire normal pour avoir un minimum de connaissances à ce qui concerne la santé et surtout aussi la PCI comme c'est notre domaine aussi. Voilà brièvement, professeur et chers collègues, ce que je pourrais dire aux grandes préoccupations du professeur Ali. Merci. Intéressant, très intéressant. Leçon à apprendre, décision à prendre et orientation à donner pour que nous puissions essayer de maximiser et donner la chance à tout le monde d'être formé et mettant un programme donc annuel de formation au niveau de la formation sanitaire même et des cours de rafraîchissement des connaissances. Cela serait aussi intéressant pour essayer de contourner certaines difficultés. Professeur Ali, avez-vous quelque chose, quel commentaire, quelle recommandation à donner aussi? Merci, docteur Valérie. Il y a beaucoup de problèmes que le collègue Mathias a relevés. Je pense qu'il a raison en disant qu'on organise des formations par catégorie. Si on a formé les infirmiers titulaires, mais qu'on songe aussi une autre fois qu'on organise ces formations à d'autres catégories du personnel pour que les connaissances puissent être données à tout le monde et cela va sauver la pratique et la bonne pratique. Voilà ce que je pouvais ajouter à ce qu'il a dit. Je partage parfaitement ce qu'il a dit à propos de la formation. Mais il n'a pas beaucoup souligné le fait de l'instabilité du personnel formé. Parce que ceux qui sont formés et qui sont déplacés vers d'autres centres, cela dégarnit le centre de son personnel formé. Bien sûr, on a signé un contrat pour travailler n'importe où, mais on devait aussi tenir compte de cet aspect du problème. Merci, docteur. Grand merci, professeur. À chacun, nous disons, il y a déjà le lien pour l'évaluation de cette session qui est dans la boîte à conversation. Nous demandons à ce que nous puissions tous envoyer des commentaires, nos appréciations, nos remarques pour que nous puissions améliorer. Il y avait plusieurs mains levées, mais elles sont tout d'un coup retombées. En attendant que l'une ou l'autre se mette de nouveau visible, nous allons poser cette question à notre collègue Mathias. Eh bien, les collègues vous remercient pour la présentation et vous en félicitent. Heidi, comment avez-vous pu régler, comment avez-vous pu régler le problème d'approvisionnement en eau potable au niveau des centres de santé où il n'y a pas de réserve d'eau? Cher collègue Yannick, votre main a été notée. Nous allons vous donner la parole bientôt. Cher collègue Mathias, vous avez entendu la question? Oui, j'ai suivi bien la question. Eh bien, Oui. au niveau des centres de santé des Kabouchois, où les tuyaux étaient endommagés par les érosions, je disais, ça faisait 9 mois déjà, eh bien, le personnel soignant se débrouillait avec des jerrycans, des bidons pour aller chercher de l'eau dans des sources avoisinantes au niveau des villages, parce que là, nous sommes dans une zone de santé rurale au village, et par-ci, par-là, pour essayer de ravitailler, n'est-ce pas, les postes de lavage des mains, les stations de lavage des mains. Alors, je pourrais ajouter à cela que dans d'autres centres de santé, il n'y avait pas de problème parce que l'eau venait. Le problème qui était est que quand il y a la pluie, l'eau se salissait.
parce que le système de traitement d'eau au niveau des villages, au niveau des captages, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai l'impression que le système de filtrage de l'eau pour rendre l'eau claire et propre n'était pas bien établi. Alors, c'est ça. Donc, la résolution de ces problèmes était de se débrouiller avec des bidons pour aller chercher de l'eau au niveau des villages et venir ravitailler. Mais le problème s'est posé toujours. Il y a des centres de santé où il y avait beaucoup de personnel, beaucoup beaucoup de malades, de patients qui se présentaient en cette période et qu'un seul est chargé de puiser de l'eau, c'est le nettoyeur. Voilà parmi ses rôles. Le nettoyeur doit chercher de l'eau. Est-ce qu'elle est en mesure d'amener 20 bidons de l'eau ou bien 200 litres de l'eau par demi-journée? Avec quelle force? C'est difficile. Et parmi ces nettoyeurs, il faut voir, c'est un personnel vieillissant qui exerce ces fonctions de nettoyeur. Serait-ce en mesure de transporter, par exemple, la Tabouchois, tel que je vis les nettoyeurs là-bas, c'est une maman qui pourrait avoir une cinquantaine, qui a des petits-fils. Est-ce qu'elle sera en mesure de prendre sur son dos 20 litres d'eau ou bien 20 bidons d'eau et amener ça au centre? C'était une difficulté énorme. Alors, comment pallier aussi à cette situation? La solution durable était de réparer, n'est-ce pas, l'acheminement de l'eau via des tuyaux vers le centre. Et pour amener ça, il faut qu'il puisse y avoir des techniciens qui devraient être payés. Les centres ici chez nous n'ont pas de subventions du gouvernement non plus. Le peu de recettes qui entrent, il y a beaucoup de rubriques, de lignes budgétaires qui sont là, ne parviendront même pas à payer un tuyau, raison pour laquelle il y a toujours recours aux partenaires qui devraient rétablir de l'eau. Et au centre de santé Kabouchwa, il y avait l'IRC qui devrait intervenir et la fondation Panzi qui devrait intervenir parce que dans ce centre-là, la fondation Panzi de Bukavu, de notre prix Nobel de la paix, le célèbre docteur Mukwege, intervenait là-bas parce qu'il y avait beaucoup de cas de violences sexuelles. Et à ce sens, la fondation avait promis à cette époque de rétablir de l'eau dans les centres de santé. Merci. Le temps file et nous allons vite courir. Merci pour ces réponses. Cher collègue Yannick, vous avez la plateforme. Voudrez-vous bien ouvrir votre micro? Merci beaucoup, docteur Valérie. J'ai bien suivi les cours malgré la perturbation de réseau. J'avais quelques soucis au travers des interventions du docteur Thierry et puis professeur Boulaboula. La réalité est que c'est vrai, la formation est sélectionnée avec des critères où seuls les organisateurs disposent avec ceux qui sont représentés de nos centres. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour que seulement certains visages participent dans des formations. Alors, ces soucis seraient, pour le compte du professeur Boulaboula, bien sûr, d'aider ceux qui organisent des formations, enfin d'aider les différents personnels de santé à avoir accès à la formation. Parce qu'il y a une poterie qui s'est faite dans les hôpitaux où vous avez que certains visages, et lorsqu'ils partent, il y a la rétrocession de ceux qui gagnent là-bas comme transport à donner à celui qui les avait envoyés. Ça devient un système réel, ce qui fait que beaucoup sont privés des formations. Alors, deuxièmement, par rapport à la formation, vous vous rendez à une formation, vous rentrez dans votre institution, vous ne trouvez pas les matériels disponibles comme il se devait, en dehors de ce qui est donné comme don. Alors, ce qu'on apprend comme formation, on ne sait pas les mettre en application. Alors, ça pose déjà sérieux problème. Alors, mon souci, c'était, est-ce qu'en dehors des ports des gants, qui est une alternative à remplacer les lavages des mains, il n'y avait pas autre chose?
Sinon, déjà, les ports des gants, avoir les gants à sa disposition, c'est compliqué. Avoir tous les matériels possibles pour le lavage des mains, c'est compliqué. En dehors de ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité pour que nous ayons une facilité de nous protéger et de protéger ceux qui passent par nous pendant des consultations? C'est ça mon souci, ma préoccupation. Si le docteur peut nous aider à avoir son idée, son expérience, en dehors de cette difficulté, comment il avait fait pour faire face à toutes ces réalités. Parce que nous, nous sommes subalternes. On ne fait que subir. Autrefois, je me rappelle, j'ai proposé dans toutes mes consultations, si les patients n'apportent pas ses propres gants, moi, je ne vais pas les toucher. Mais j'ai eu un problème sérieux avec mon responsable. Je ne peux pas m'imposer et donner des ordres pendant que lui, il est là. Parce que j'avais demandé des gants, on ne m'a jamais donné les gants. Alors, j'étais obligé d'examiner à main nue les malades. Parce qu'avec ma poche, je n'étais pas à mesure de couvrir toutes mes consultations et de mes propres gants pour les malades. Alors, demander aux malades, c'était un acharnement de plus. Je ne savais pas comment m'en sortir. Ça a créé un problème sur moi. Donc, je me suis posé la question, en dehors du port des gants, qui est une alternative favorable pour remplacer le lavage des mains, est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour nous aider, nous autres qui sont des célibataires? Merci beaucoup. Avant de passer la parole à notre collègue Mathias, au panéliste, une petite précision. Vous parlez de l'utilisation des gants. À cette période où nous sommes maintenant, où référez-vous cette expérience d'examen de chaque patient avec les gants pendant la période de l'épidémie? Parce que cela nous permettrait de pouvoir donner, où les panélistes et l'orateur puissent donner des orientations. Dans votre centre, vous utilisez les gants pour consulter les malades de façon courante, ou bien c'est à des périodes tout à fait spécifiques, ou bien c'était pendant Ebola? Bon, merci, docteur Valérie. Avant, ce n'était pas une obligation. Mais avec l'événement des pandémies, c'était une obligation. Après la pandémie, on ne sait plus se défaire de ces obligations. Sinon, on ne sait plus réellement si la pandémie est complètement éradiquée. Ça devient une habitude maintenant. On doit consulter avec des gants, se protéger et protéger les malades. Merci, docteur. Intéressant. Cher collègue Mathias, chers panélistes, les questions nous sont adressées. Nous allons essayer de pouvoir rendre des interventions brèves pour gagner et répondre aussi à d'autres questions pendant. À vous. Merci beaucoup. Alors, très vite, là, je dirais au docteur que c'est une préoccupation, vraiment, mais notre étude était centrée sur le lavage des mains. Mais ce n'est pas aussi mal qu'on puisse aller en dehors parce que le champ est vaste. De toutes les façons, pendant les formations, ce n'est pas le gouvernement qui organise les formations. Ici, chez nous, comme vous le savez, ce sont les différents partenaires qui organisent les formations. Et ces différents partenaires n'ont pas la maîtrise des effectifs des agents au niveau des centres de santé, hein, pour dire que bon, c'est celui-ci qui arrive chaque jour, celui-ci qui arrive chaque jour. On envoie les termes de référence et c'est l'IT qui a la compétence de choisir et de désigner les gens. Hein. Mais vous trouverez que quand il y a quelque chose, ce sont les IT seulement qui se présentent. On a déjà parlé de ça. Mais aussi, ceux-là qui devraient aider au moins les centres à s'améliorer ou à améliorer la qualité, la performance des agents, ça devrait être les zones de santé qui a toutes les listes, qui a tous les renseignements des centres et des agents des centres de santé. La zone de santé devrait faire quand même une évaluation des formations et celui-ci a fait déjà 3 formations, tout ça, parce que parfois, les différents bailleurs reviennent sur le même thème de formation. Hein? Alors, c'est un peu difficile ici. Comme vous avez parlé des gants, eh bien, je pourrais placer un mot là-dessus. Il y a ici chez nous ce qu'on a observé. Hein? Les gants pourraient remplacer, n'est-ce pas, le lavage des mains. Quelqu'un qui est en train de soigner, il s'est lavé les mains, il a porté les gants. Et quand il commence à transpirer, il va changer les gants. Il enlève les premières paires de gants, il jette ça dans la poubelle. Si au moins la poubelle est là, si la poubelle n'est pas là, elle doit prendre ces gants-là qui sont déjà souillés. Elle peut mettre même dans la poche de sa blouse.
Vous voyez encore d'autres complications. Et il prend la deuxième paire de gants, sans même se laver les mains et essuyer les mains. La personne ou l'agent porte directement les gants et continue avec son travail. C'est un problème. Et le réel problème est qu'au niveau des stocks, on n'a pas assez de gants à usage unique pour travailler. À chaque malade, sa paire de gants non plus. Raison pour laquelle, dans la CPN, vous trouverez l'infirmière qui porte les gants ou la coucheuse ou la coucheur qui porte des gants. Et ce même gants doit travailler avec ça toute une demi-journée à consulter, par exemple, 15, 20 femmes avec le même gant. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de matériel, il y a manque de gants. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce sens, que ce devrait être idéal, ce que le professeur Boulaboula avait donné, de catégoriser les formations selon les agents, les différents agents et les différentes fonctions qui sont au niveau des centres. Merci. Docteur Valérie, est-ce que je peux avoir la parole? Volontiers, professeur. Allez-y, Merci professeur. beaucoup. Je, je voudrais, je voudrais rappeler à tous les participants que les séances que nous avons chaque vendredi sont enregistrées et Pascal peut repasser le lien pour notre page YouTube. Vous pouvez retrouver les interventions des uns et des autres là-dedans. Je voudrais tout simplement rappeler à propos de l'utilisation des gants que la semaine passée, le docteur Valérie a donné une très brillante présentation sur l'utilisation des gants que vous pouvez trouver sur YouTube. Pascal va rappeler le lien, comme ça vous allez vous documenter sur ce qu'il a dit. Euh, euh, Tous les actes que nous devons poser en clinique ne nécessitent pas l'utilisation des gants. Vous verrez une pyramide proposée par l'OMS qui nous donne les différents moments d'utilisation des gants ou pas. Voilà tout ce que je pouvais rappeler à ce sujet. Je voudrais ajouter que l'utilisation des gants n'exclut pas le lavage des mains. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Nous avons Swad Yayahoui. Allez-y. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Félicitations pour ce sujet qui est très, très intéressant. Demain, je suis arrivée un petit peu en retard, mais quand même, j'ai récupéré une partie. Je voudrais donner une solution pour diffuser la formation, pour la généraliser du lavage des mains, parce que vraiment, c'est important qu'ils sachent les règles de lavage des mains, parce que la majorité, la majorité des personnels ne savent pas comment laver les mains. C'est pas, on parle pas des personnes normaux, mais des personnels de santé qui ne savent pas les règles de lavage des mains. Pourquoi pas faire des formations pour des formateurs et les formateurs, à leur tour, vont faire des formations dans leur service d'exercice et peut-être sortir dans des lieux publics, dans des établissements scolaires pour diffuser la formation. Et en contrepartie, on peut leur donner, remettre des attestations comme ça pourrait être utile dans leur dossier dossier de travail. Voilà. C'est une proposition Merci pour beaucoup. que l'information sera diffusée. Tout à fait. Tout à fait. C'est une des voies d'approche et vraiment merci. Je crois que nous avons saisi. On fait la formation des formateurs qui vont descendre dans les formations sanitaires pour les cascader
au niveau des formations sanitaires. De cette façon, on n'a pas toujours scié financial incentives, je crois qu'on appelle ça comme ça, ne permettent pas de pouvoir pérenniser la bonne pratique. Donc, il faudra de moins en moins payer le per diem là à quelqu'un qui va dans une formation parce qu'en ce moment-là, nous biaisons la sélection des participants. Et pour rajouter à ce que notre collègue soit dit, c'est très important que nous puissions descendre avec la formation permanente au niveau de la formation sanitaire. Parce que quand on a fait une observance, une observation de la fidélité ou de l'observance même de l'observance de l'hygiène des mains, les résultats sont restitués au centre de santé, à la hiérarchie et aux pratiquants pour qu'ils connaissent leurs insuffisances et on met un plan d'amélioration de la qualité. On met un plan. Les formations sont faites sur base de ces insuffisances et de l'actualité qui arrive. De cette façon-là, on essaie de pérenniser parce que dans le plan PCI et dans le plan de formation annuel, nous savons bien que nous allons adresser telle insuffisance que nous avons rencontrée. Ça permet de pouvoir améliorer. Je crois que c'est quelque chose à rajouter. On combine tout ça dans le sens de l'approche multimodale. Nous rappelons que cette approche multimodale n'a pas qu'à prendre les simples enseignements et trainings qui sont donnés, mais on ajoute aussi 2 autres droits de façon à ce que nous puissions essayer de pérenniser et faire asseoir le degré de connaissance dans la formation sanitaire. Je m'excuse pour cette longueur d'intervention parce que nous devons essayer de pouvoir participer tous ensemble au niveau des formations sanitaires et à la formation et également à l'implémentation de ce que nous avons reçu. Chers collègues, Swad, merci pour cette contribution. La main est encore levée. Vous avez encore quelque chose à rajouter? Ah non, 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 merci pour votre commentaire. Non, non, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, dans la boîte à conversation, il y a une autre question qui vient pour vous. Nous rappelons aussi à tous les participants de pouvoir répondre par le lien qui a été posté, par les commentaires, les contributions et les critiques qui permettraient de pouvoir améliorer donc nos présentations de tous les vendredis. Alors, la question qui nous vient de la part de notre collègue Constant Guillain, il dit, l'essuyage des mains est un problème de moyens financiers généralement. Quelle a été votre approche pour la solutionner afin d'éviter de ressouiller les mains avec les blouses? Donc, il dit ceci, l'essuyage des mains est un problème de moyens financiers généralement. Alors, quelle a été votre approche pour la solutionner donc pour éviter de ressouiller les mains avec les blues? À vous. Cher collègue Mathias et possiblement les panélistes, la question nous est adressée à nous tous. À vous. Cher collègue Mathias, votre micro est fermé, donc vous parlez à vous-même. Veuillez l'ouvrir. Ah, il n'est pas toujours ouvert. Le retard du signal ne vous permet pas de pouvoir le faire. Allez-y, essayez encore une fois. Ah non, ça ne vous réussit pas. Votre micro est toujours fermé. Cher collègue Pascal, y a-t-il moyen de lui envoyer un message et il va répondre à vous cliquer sur ouvrir? Can you help Echo PCI to open his microphone? Would you send him a message so that he can respond to the message and then open his microphone, please? On va patienter un instant. Alina, is it possible to send a message to Echo PCI so that he can open his microphone? He is unable to open his microphone for now. Would you assist him? Send him a message.
Thank you. Le message là, probablement que votre micro va être déverrouillé. Non, non, il n'est pas toujours ouvert. Tentez par vous-même. Il n'est toujours pas ouvert. Votre micro est montré ouvert chez moi sur votre plateforme. On va voir. Ça n'a réussi